différents, canaux, et médias sociaux et nous aurons à peu près 90 minutes et en ce qui concerne donc, les dernières notes, nous aurons en fait une séance de questions et de réponses à la fin du séminaire et puis vous pourrez en fait écrire vos questions dans, s j'aimerais vous remercier d'être ici et nous allons démarrer, l'enregistrement. Merci Amjad pour les questions techniques et la pratique dans ce séminaire pour nos participants. Et c'est, mon plaisir en fait d'être la modératrice, ici dans ce séminaire en tant que, directrice, donc de MENARA et vous avez la parole Ellie. Merci, bonjour à tout le monde et je suis très heureux d'être ici dans ce séminaire. J'ai entendu que je devais dire quelques petits mots sur, cette association MENARA qui a été, créée en 2007 par une initiative, qui a été en fait, lancée par la fondation Druze et en fait nous travaillons dans la région MENARA et nous permettons en fait, d'avoir un environnement, pour les droits des personnes qui utilisent, des stupéfiants. Et pour trouver aussi une réponse aux questions, aux propagations du sida et de voir en fait quelles sont les études qu'on a pu faire dans la région pour voir les impacts à ce niveau et aussi en ayant un renforcement des capacités à ce niveau dans la collaboration que nous avons. Je voudrais dire que l'EDA, l'Agence européenne de la drogue, donc depuis sa, heu, fondation a amélioré les politiques en matière de drogue par rapport à la réduction en fait, de, différentes personnes qui sont des toxicomanes et qui utilisent en fait des seringues et nous essayons de sensibiliser les personnes, à ce niveau. Ceci montre bien que beaucoup de pays, c'est la raison pour laquelle les pays de la région MENARA en fait, ont coordonné des activités avec, l'EDA depuis 2011. Nous avons aussi travaillé avec le CDC, donc pour pouvoir, parler en fait des maladies infectieuses et de centres de contrôle de ces maladies et pour pouvoir, mettre à jour, les derniers, progrès en sciences et les dernières avancées, de tout ce qui s'est passé durant la dernière décennie. L'EDA, l'Agence européenne de la drogue, en fait, veut inclure aussi les organisations de la société civile, les experts et MENARA comme une association, et nous avons travaillé depuis plusieurs années, avec eux. Et donc durant cet, webinaire, nous allons en fait entendre, plusieurs, succès dans les différentes régions, en fait l'Égypte et le Maroc et on va parler des politiques et des services qui sont offerts pour en fait l'éradication de l'hépatite et l'utilisation en fait des stupéfiants et aussi j'aimerais remercier nos orateurs aujourd'hui et vous souhaiter un webinaire qui soit vraiment un succès d'estime. Merci beaucoup Harry, merci Ellie, pour votre introduction et merci en fait pour nous avoir en fait, dressé un peu le panorama du programme de cette réunion. Qui vont se concentrer sur le l'EDA et donc sur le Centre européen donc pour le contrôle des maladies, les CDC et pour en fait, toutes les maladies qui sont liées en fait, à l'utilisation des drogues et donc je vais donner la parole au docteur Marika Ferry, qui en fait, va travailler au sein de l'EDA dans les différentes réponses que l'on a apportées à ces problèmes et merci pour votre
guidance dans la question de prévention des maladies et de tout le secteur par rapport à aux bonnes pratiques que sont en train de disséminer en Europe. Vous avez la parole, Marika. Merci beaucoup, chers collègues. C'est un plaisir pour moi d'avoir été invité dans ce séminaire, dans ce webinaire. Je pense que, en fait, les données humaines, en fait, de l'EDA sont quelque chose d'important par rapport au centre d'intervention pour réduire les risques et pour pouvoir prendre en considération, en fait, la santé de nos populations. Et c'est en fait une joint venture avec le Centre européen donc, de contrôle des maladies et le CDC. Et nous avons en fait travaillé pour pouvoir voir quel est en fait tout l'engagement en fait qui a été fait par rapport aux différentes personnes, par rapport au travail que nous avons mené à bien et pour adapter donc les choses au contexte européen. Et je pense qu'ensemble, nous pouvons faire un grand impact. Les données sont encourageantes et les interventions sont appliquées d'une manière variée par rapport à l'accès aux interventions et pour bien comprendre quelle est en fait la protection que l'on peut apporter à la population et à son bien-être. Et je ne vais pas vous prendre plus de temps parce que nous allons entendre les présentations et merci à tous les participants d'être là et à tous nos collègues de participer à ce webinaire. Merci Marika pour ces bons souhaits pour le webinaire et nous allons continuer et pour nous avoir donné une toile de fond de la manière dont on a organisé les choses. Et maintenant, nous allons avancer dans le programme, dans le webinaire et je vous invite par rapport à la présentation donc, que nous allons entendre par Amjad. Et si vous avez des commentaires ou des questions, je vous demande en fait de bien vouloir les formuler à la fin du séminaire. Si vous avez des questions immédiates, vous pouvez en fait les mettre dans la messagerie et c'est important par rapport à ces questions et par rapport aux liens que nous avons dans la présentation, en particulier par rapport aux documents de référence. Nous allons avoir 3 grandes présentations et on va démarrer avec les lignes directrices qui va en fait donner donc par Adam Bellström et Anastasia dans l'agence et puis après nous aurons le Maroc, le docteur Amrani pour en fait qui s'occupe de toutes les questions de toximanie et des soins et puis nous aurons une autre présentation pour aujourd'hui, la présentation du docteur Mohamed Hassani de l'Égypte. Et c'est mon plaisir de inviter Albert Gershom de l'EDA et Anastasia Farid de bien vouloir prendre la parole. C'est à vous. Merci beaucoup, Ilse, pour l'introduction et merci beaucoup à Marika d'avoir planté un peu le décor. Et par rapport à tout ce que nous faisons à l'EDA et à l'ECDC, donc l'Agence européenne de contrôle des maladies, et c'est un plaisir donc de travailler ensemble et nous avons des défis à relever supplémentaires et ce sont des initiatives de l'EDA qui sont à féliciter. Et je crois que nous pouvons en fait partager ici les recommandations de tout ce qui a été décidé et nous devons voir comment je peux partager mon écran. Et c'est une présentation en commun avec Anastasia Faris, en fait, à ce propos, et moi-même. Est-ce que je peux vous demander, dans ce qui concerne la présentation, ah voilà, c'est mieux, elle est agrandie. Merci beaucoup. Ce qu'on va faire, en fait, on va en fait partager avec vous les liens des présentations. Donc, pour les interventions recommandées par le CDC et l'EDA pour la prévention et le contrôle des maladies infectieuses chez les personnes qui s'injectent des drogues. Donc, vous allons vous donner
panorama, en fait, des interventions et comment nous travaillons, en fait, en commun. Et comme on l'a dit et comme Elie l'a dit, nous avons démarré en 2011 notre travail. Après 10 ans, nous avons eu plusieurs évolutions à ce niveau en ce qui concerne les traitements et par rapport aux différents aspects, à ce propos. Et une des recommandations en ce qui concerne les différents, heu, acteurs était importante par rapport à l'EDA et par rapport aux lignes directrices et aux recommandations qui étaient données, donc par rapport à celles-ci qui ont été adaptées en 2023. Et c'est nous avons en fait, besoin de recommandations pour la santé publique et nous continuons donc, à avoir en fait des facteurs de risque importants par rapport à ces personnes, qui s'injectent, tels que le sida, tels que l'hépatite B, et ceci est très important. Et en fait, l'hépatite C aussi est importante dans certains pays et nous voyons en fait que nous avons un moyen de transmission donc à travers, ces, personnes qui s'injectent des drogues et nous devons acquérir, des possibilités de réduire en fait ces infections par rapport à ces infections transmises, la tuberculose et d'autres choses et voir comment nous aurons des infections multiples et en particulier par rapport à ces recommandations pour les professionnels qui travaillent dans le secteur et voir quelles sont en fait, les différentes questions à ce niveau par rapport aux consommations de drogues injectables et aux maladies infectieuses. Et ces infections, même si elles réduisent la qualité de la vie, sont importantes parce qu'elles réduisent aussi l'espérance de vie, mais en fait, il y a d'autres impacts à ce niveau et c'est aussi un fléau et une charge pour les maladies et pour le système social qui, a des coûts élevés, en fait et une perte de productivité. Il y a les traitements et puis il y a le risque de transmission à d'autres personnes. Plus, pour des personnes donc qui, côtoient ces personnes et qui sont des partenaires et c'est ainsi qu'il est important de parler en fait de ces drogues injectables qui peuvent propager en fait les, maladies infectieuses telles que l'hépatite B, les infections de la peau, les tissus mous et l'IST, la tuberculose et d'autres infections et nous avons en fait plusieurs d'entre elles qui sont en fait contrôlées par, les objectifs, du millénaire pour les Nations unies et par les différents pays pour le développement durable, ce qui est très important par rapport à ces objectifs du développement durable, les ODD. Maintenant, on va passer aux 6 domaines d'intervention clés. Je vais couvrir les 2 premiers et puis je vais passer la parole à Anastasia. Le premier, c'est pour les 6 interventions qui sont recommandées. La première est en fait, c'est le matériel d'injection stérile. Pour la première zone d'intervention, il faut fournir des aiguilles et des seringues stériles ainsi que d'autres équipements pour la préparation de médicaments et il faut avoir des aiguilles stériles et aussi des équipements de préparation, en fait, comme des réchauds, des filtres et de l'eau pour l'injection, y compris, les personnes qui, s'injectent des drogues doivent avoir les équipements appropriés, qu'ils soient dans la communauté ou en prison. Et ce, par l'intermédiaire des pharmacies ou par l'intermédiaire des personnes qui sont incarcérées et voir quels sont en fait les nombres de seringues stériles distribuées par personne qui s'injectent des drogues par an. Si on voit, la situation à ce niveau, ce que l'on voit
c'est qu'en 2023, il y avait en fait toute une série de mesures, dans les États membres, tels que la Norvège aussi, mais le programme qui couvrait en fait les différents défis était simplement pour 7 pays sur les 25, qui sont disponibles. Ces données sont disponibles pour 7 pays sur les 25 et en fait, on c'est un problème de couverture des informations et nous recommandons dans le futur de pouvoir avoir accès à 200 aiguilles, par an et vous voyez en fait les lignes en bleu pointillé et c'est en fait ce qui est recommandé, par, les Nations unies et nous avons 7 pays en fait qui ont atteint cette cible et il y a une couverture automatique, mais il y a encore beaucoup de lacunes dans d'autres pays et cette diapositive montre bien en fait quels sont les pays européens qui mettent en œuvre certaines interventions de réduction de risque depuis les années 90 et vous voyez la ligne bleue et voici, lorsque les programmes ont démarré avec les seringues et les seringues stériles pour les différents pays et en fait, qui les rendent disponibles dans l'Union européenne et source visuelle, vous voyez en fait les, traitements en fait d'entretien, tels qu'ils étaient en fait dans les années 70, mais on remonte même aux années 60 avec, la méthadone qui a été introduite dans, ces, traitements de substitution et au début des années 90, nous avons eu plusieurs programmes qui ont été mis en place à ce propos par rapport aux, différents lieux de consommation de la drogue, jusqu'en 2015 et par la suite, nous avons rendu possible ce genre, de possibilités et puis maintenant, nous avons la question de la dépendance, des, drogues pour ces personnes qui dépendent des traitements. Ceci est important par rapport aux interventions, les interventions pharmacologiques pour pouvoir en fait, s'adresser à ces personnes qui sont en fait dans la dépendance des drogues. Il faut fournir un traitement de substitution aux opiacés, à ce propos, comme la méthadone, comme je viens de le dire et l'objectif, est de pouvoir, en fait, proposer avec la fourniture du matériel d'injection saisie et des informations, une éducation et des conseils appropriés et on recommande que les pays, en fait, rendent disponible un une couverture, à ce propos, même dans les prisons et on recommande aussi, en fait, que ces traitements doivent être combinés par rapport aux équipements injectables, même s'ils prennent, en fait, des, traitements, alternatifs et de substitution, ils peuvent continuer à s'injecter, et un traitement aux opioïdes n'est peut-être pas toujours suffisant. Il faut voir comment les choses vont évoluer et la question est très importante. Il est recommandé de voir quels sont les traitements en combinaison par rapport à ces informations, l'éducation et aux conseils et les formations qui sont données et toutes ces, interventions sont disponibles dans les communautés et pour les personnes qui sont incarcérées. Si je vois la situation en Europe, nous allons voir donc quels sont en fait, les différents, problèmes par rapport à ces questions et par rapport à ces interventions, par rapport à ces pays. Ceci est un facteur de protection par rapport aux opioïdes, mais nous avons encore un grand défi en Europe qui subsiste, c'est qu'il y a en fait des pays qui, en dehors des 25,
qui ont pu atteindre les recommandations et les recommandations de l'OMS, mais on demande que 50 des personnes, qui utilisent des opioïdes devraient accès à ces traitements et en Europe, en fait, il y a encore des pays qui sont bien en deçà, des objectifs de l'OMS et les recommandations. Il faut voir quelle est la situation donc au Moyen-Orient et voir quelles sont les données par rapport à ces interventions et par rapport aux agences européennes. Nous n'avons pas assez de données, pour d avoir une idée précise de la couverture de ces interventions au Moyen-Orient et nous sommes en train d'aider les pays pour renforcer, les efforts de contrôle et nous sommes disponibles pour vous offrir un appui. Nous travaillons en aidant, les pays, parce que nous pensons que le contrôle est important et que nous avons besoin en fait de données de contrôle pour pouvoir informer les hommes politiques, et pour comprendre quels sont les programmes qui peuvent être publiés par rapport aux maladies infectieuses et leur réduction. Et maintenant, je vais passer la parole à ma collègue, docteur Faris. Anastasia, merci beaucoup. Merci beaucoup et bon après-midi à tout le monde. Je vais passer au troisième pilier, c'est la vaccination. C'est en fait un outil puissant et c'est quelque chose que nous voulons en fait promouvoir. Alors, proposer des vaccins contre l'hépatite A et B et parce qu'on a vu en fait des différentes sources dans différentes régions en fait où il y a une recrudescence d'hépatite A et B dans les dernières décennies et on recommande en fait cette vaccination et ce pour éviter les propagations de l'hépatite B. On recommande aussi la vaccination par rapport aux infections respiratoires, euh, par rapport à la grippe, par rapport aux infections et pour pouvoir éviter les complications et aussi pour le tétanos. Et puis après, en ce qui concerne le vaccin contre le pneumocoque et le papillomavirus humain. Et ce sont en fait des lignes directrices par rapport aux personnes atteintes de sida et de VIH et par rapport à ces personnes qui doivent être vaccinées. Et nous voyons quels sont les contextes par rapport à ces campagnes, à ce niveau, et comment nous pouvons être efficaces à ce niveau. Est-ce qu'on peut avancer à la diapositive suivante? Voici un des exemples où nous avons fait en fait toute une série de vaccination contre l'hépatite B chez les personnes qui s'injectent des drogues en 2022 et 17 pays de l'Union européenne ont déclaré avoir mis en place une politique ou un programme de vaccination contre le VIH-B et ainsi il faut continuer à vacciner les personnes qui s'injectent des drogues et nous essayons de voir quelle est la couverture pour ces personnes. Seuls 4 pays ayant déclaré des taux de couverture allant de 18 à 50%. 18 et pour les autres pays, en fait, le taux de couverture est assez bas. Et nous avons vu, donc dans 23 pays, on a déclaré avoir mis en place des programmes de vaccination contre le VIH-B, mais il faut se destiner aux personnes qui s'injectent des drogues en prison. Et c'est un petit exemple. Maintenant, on passe à un autre point, c'est le dépistage des maladies infectieuses, et cela est très important. Il faut proposer en fait systématiquement des tests volontaires et confidentiels avec un consentement éclairé pour le dépistage de l'hépatite B et C, du VIH et aussi des maladies sexuellement transmissibles et de la tuberculose pour toutes les personnes qui s'injectent des drogues. Et c'est important. Il faut avoir aussi en fait avoir des actions de routine par rapport à sa population
et nous devons continuer par rapport à l'épidémiologie et voir comment ces infections, pourront, se dérouler. Nous allons voir quels sont les tests négatifs à ce propos, par rapport à la prévention, et les personnes séropositives, doivent avoir, accès aux soins et aux traitements et à un diagnostic précoce est essentiel pour accéder à des traitements vitaux et prévenir les nouvelles infections, et c'est important pour nous. Par rapport à ces différentes questions, par rapport à ces réductions, on va passer donc aux différents pays, donc qui ont inclus des recommandations relatives à ce niveau, à ce propos, et voir comment dans certains, pays, on aura des lignes directrices à ce niveau par rapport à ces questions, et nous allons voir, en ce qui concerne ces personnes, heu sont en fait un peu en retard par rapport à ces questions, voire en fait que parfois, il n'y a pas toujours, dirons-nous, les différentes possibilités de suivre les personnes par rapport au VHB, au VHC, au VIH, et ceci est important, et c'est important par rapport à la vaccination, par rapport à tout ce qui est, heu, fourni par rapport au matériel, par rapport au diagnostic. Par rapport à ce type de population, et on va mentionner à la fin, en fait, tout le documents qui ont été recueillis à ce propos par rapport aux communautés. Très bien. Alors ici pour le VIH, effectivement, mais nous avons réussi à établir les 95 buts, effectivement. Et ici, c'est pour la partie également de l'Europe, mais également pour l'Asie. Alors, nous pouvons voir les pays en vert, donc 95%, notamment pour les personnes qui s'injectent des drogues vivant avec le VIH et qui sont diagnostiquées. Et ensuite, on voit effectivement les 95% obtenus. Ensuite, les 83% des personnes qui s'injectent donc des drogues dans les pays disposant des données qui sont diagnostiquées, 1 sur 7 qui ne sont pas diagnostiquées. Donc, nous avons effectivement beaucoup à faire encore à ce niveau. Très bien, continuons avec la prochaine diapositive. Alors, pour ce qui est du traitement, eh bien, il est important de faire le test. Nous avons effectivement besoin de faire le plan pour ce genre de population, que ce soit effectivement plus complet. Et donc, offrir un traitement pour les hépatites B et C, le VIH, les IST, la tuberculose et les infections cutanées, bactériennes, conformément aux directives nationales et internationales. Alors ici, nous avons quelques lignes directrices cliniques. Donc, en tant qu'agence de santé, eh bien, nous sommes en partenariat avec les sociétés cliniques également pour voir quel est le meilleur traitement. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a effectivement des excellents traitements pour l'hépatite C. Nous avons vu également d'autres très bons modèles pour fournir le traitement pour ces populations, également pour les populations VIH, mais également pour la tuberculose, par exemple, comme des bons traitements résistants. Alors, l'important, c'est d'avoir effectivement une bonne coopération entre les fournisseurs de services, mais également que ce soit centré sur l'individu et assurer une bonne coopération entre le prestataire de services dédié aux personnes qui s'injectent des drogues et les soins de santé, afin de mettre les personnes en contact avec les soins et impliquer les pairs pour renforcer l'observance du traitement. Alors ici également la même chose pour le VIH. Donc encore une fois, ce sont les 95 objectifs. Donc parmi les personnes qui s'injectent des drogues, qui sont diagnostiquées également par le VIH,
Donc, est-ce que c'est le bon traitement? Avec beaucoup qui suivent un traitement avec succès, 83 dans beaucoup de pays et d'autres, nous n'avons pas effectivement suffisamment de données. Alors, ce qui est important également ici, c'est de voir, comment est-ce que nous pouvons, faire, également ce lien avec le traitement. Il est important donc d'avoir des services de testage, mais également de traitement. Tout doit être très aligné. Très bien, je passe maintenant à la dernière, intervention, notamment pour les salles de consommation de drogue offrant des installations d'injection supervisées. Alors ici, nous pouvons également voir, le comportement de risque, donc nous voulons contribuer également pour la prévention de ces populations. Cela est important pour, engager avec les personnes qui utilisent de façon active, donc ces principes, notamment pour la réduction de cela et les installations d'injection supervisées qui peuvent contribuer à réduire les comportements à risque d'injection chez les personnes qui s'injectent des drogues. Alors ici, ce sont effectivement pas toute l'Europe, là où sont les pays européens, mais c'est une expérience qui s'accroît de plus en plus et que nous souhaitons également développer. On va voir un petit peu ce qui s'est passé la dernière décennie au niveau du contexte européen. Voilà, ce sont les 6 interventions que nous souhaitions partager avec vous. Alors, il est important de savoir que nous avons une liste de contrôle avec ces 6 aspects que je viens de mentionner. Et ce qui est essentiel également, c'est que ceci est mis en œuvre dans un contexte. Donc voici la dernière, diapositive et que cela soit fait également avec, la partie des principes, notamment de genre de service. On voit ça sur le côté droit. Donc la combinaison de ces principes de prévention et de prestation de services liés à différents aspects et des facteurs structuraux et au niveau du comportement et également donc cette approche collaborative. Alors en Europe, nous avons des services basés également sur la communauté, également centrés sur l'individu. Et donc ici avec d'autres mouvements plus, positifs et de prévention positifs. Voilà, je ne sais pas s'il y a de questions peut-être pratiques? Non, merci beaucoup, Anastasia. Alors il serait important peut-être de partager, avec vous, ce lien avec, les infections et également tout au ce protocole, technique qui est une mise à jour, un protocole, récemment mis à jour avec différentes ressources qui est très utile pour les pays qui euh, souhaitent maintenant concevoir des enquêtes, que ce soit pour le VIH, mais également pour l'hépatite, les personnes qui s'injectent des drogues, donc l'hépatite virale. C'est un travail qui a été conduit par un de nos collègues, Thomas Seller. Je ne sais pas s'il est dans la salle avec nous aujourd'hui. Si c'est le cas, il pourrait effectivement parler de son travail. Le protocole a été mis à jour et le travail a été également conduit par l'Institut Robert Koch pour l'EUDA. Et le protocole technique définit quelques points clés. Euh, pour décider quand et comment établir des enquêtes pour contrôler la surveillance des maladies infectieuses liées aux drogues, notamment pour le VIH et également l'hépatite virale et d'autres facteurs de risque associés et pour la prévention. Donc, il est important que les pays comprennent que nous avons ces ressources. Nous avons ces données qui sont disponibles, également accessibles au public sur le site de l'UNODC. Donc, vous avez également la partie Excel avec toutes les statistiques. C'est une étude vraiment très intéressante puisque vous pouvez consulter la prévalence de l'ingestion dans la population des personnes qui s'injectent de drogue dans les pays avec le rapport sur une base annuelle et également la prévalence du VIH et la prévalence de l'hépatite C.
Donc, ces données sont disponibles sur le site internet. Et quand on voit ces données pays par pays, ce que nous constatons, c'est que la plupart de ces données de prévalence, eh bien, ce sont des données qui datent déjà d'il y a parfois plus de 10 ans. Donc, il nous manque effectivement des données récentes, notamment vis-à-vis de de la prévalence de la population, de la prévalence de la consommation de drogues injectables, notamment pour les pays de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Et également, deuxièmement, il semblerait y avoir également un manque de données actualisées sur la prévalence du VIH et des hépatites virales dans certains pays. Alors, nous allons voir comment est-ce que les organisations de la société civile et les décideurs politiques peuvent également planifier ces interventions. Il est important de voir quel est le nombre également des estimations également et voir comment nous pouvons allouer des ressources et planifier tout cela. Donc, je pense que ces documents récemment mis à jour seront certainement très utiles pour les enquêtes également, notamment pour les enquêtes sur le VIH et les hépatites. Merci encore une fois. Donc, je passe la parole à nouveau à Anastasia pour conclure cette partie. Très bien. Alors ici, juste pour vous dire que ce guide a été également soutenu par un certain nombre d'analyses systématiques. C'est également quelque chose de très important que nous pouvons donc appliquer dans notre groupe d'experts. Et avec les interventions également qui sont faites au niveau de la réduction. Donc, vous pouvez obtenir davantage de détails. D'ailleurs, nous avons des documents et des liens qui sont partagés ici. Il est important également de mentionner que la partie également de la réduction des risques, d'ailleurs, l'agence européenne euh, a dans son portail des meilleures pratiques et c'est donc une très bonne ressource que je recommanderais vraiment que vous puissiez analyser. Alors, juste pour vous dire que ce n'est pas le même projet, mais nous avons travaillé avec l'agence sur une boîte à outils pour l'élimination également de l'hépatite virale dans un contexte de prison. Donc, cela peut être pour de votre intérêt. Cela pourrait intéresser certains d'entre vous dans vos contextes, dans vos pays. Il est très facile d'avoir accès en ligne avec plusieurs éléments pour les différentes interventions, notamment pour répondre à ces contextes pour l'élimination des hépatites B et C dans les prisons à travers l'Europe. Nous pourrons d'ailleurs planifier d'autres réunions si jamais vous serez intéressé. Voilà, je souhaiterais remercier tous les collègues et également les consultants, les experts qui ont contribué. Merci pour votre disponibilité pour ce travail, pour ce groupe également. Et je passe la parole à nouveau à Ilse et également pour les présentations nationales et le débat. Merci beaucoup, Anne et Anastasia, pour vos présentations donc, de ces orientations. Et maintenant, sans trop m'attarder, je passerai la parole à Monsieur Jude Al-Armeni du Maroc pour commencer son intervention. J'invite les participants à poser leurs questions également sur la messagerie de cette salle. D'ailleurs, nous avons déjà reçu quelques questions et nous allons y répondre après les présentations faites. Très bien. Je vous passe la parole, docteur Almaroni. Oui, le son est très mauvais, dit l'oratrice. Non, le son malheureusement n'est pas bon, dit l'oratrice et l'interprète aussi d'ailleurs pour interpréter. Oui, c'était le micro, effectivement. Très bien.
Donc, merci beaucoup, Anne. Bonjour à tous. Merci pour votre présence. Alors, je viens vous parler sur la réduction du programme national de réduction des risques chez les personnes qui s'injectent. Donc, alors, juste quelques données. Comme vous le savez, la prévention et le contrôle des maladies infectieuses chez les personnes qui s'injectent des drogues sont importants. Les maladies infectieuses réduisent la qualité de vie et l'espérance de vie des individus avec des coûts sociétaux indirects et directs. Les orientations conjointes de l'ECDC et l'EUDA ont été conçues pour éclairer l'élaboration, le suivi et l'évaluation des stratégies et des programmes nationaux afin de réduire et de prévenir les maladies infectieuses chez les consommateurs de drogues injectables. Alors, ce guide couvre l'hépatite B, C, le VIH et tuberculose. Alors, ce guide montre les interventions clés efficaces dans la prévention et le contrôle des maladies infectieuses qui touchent les personnes qui s'injectent des drogues. Alors, surtout, la fourniture de matériel d'injection, la vaccination, le traitement de substitution aux opioïdes, dépistage, traitement des maladies infectieuses, promotion de la santé, entre autres. Je vais vous montrer maintenant l'expérience du Maroc avec les interventions faites et recommandées également par ce guide. Alors, au Maroc, les troubles liés à l'usage des substances représentent 5,55% de tous les problèmes de santé mentale, avec près de 340 000 cas prévalents, une augmentation du nombre de consommateurs de drogue, en particulier chez les jeunes. Et l'âge d'initiation à la consommation de substances est de plus en plus bas. Alors cela également suite aux enquêtes faites. Alors pour ce qui est de l'injection de drogue, celui-ci est spécifique à certains sites au Maroc. Donc effectivement, les troubles liés à l'usage de substances constituent un problème de santé publique croissant au Maroc. Alors notre cadre national, qui est basé sur la Constitution marocaine de 2011, la législation nationale qui est basée sur la loi sur les stupéfiants et la loi relative à la répression de l'usage de drogue avec l'article 8 de la loi relatif aux alternatives thérapeutiques. Et ensuite, nous avons également la Commission nationale des stupéfiants avec tous les départements publics sur donc l'utilisation des drogues. Alors, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a développé également des plans stratégiques, la prévention des troubles addictifs, donc pour la période. Alors, ce plan stratégique est basé sur 5 domaines spécifiques. Premier, prévention des troubles addictifs. Deuxièmement, la réduction des risques chez les personnes qui s'injectent des drogues, qui est d'ailleurs le thème de ma présentation aujourd'hui. Ensuite, le soin et réadaptation des usagers de drogue, traitement de substitution aux opiacés et la gouvernance et politique publique. Alors, nous avons commencé également dans les personnes qui s'injectent également. Ah, donc ensuite, pour le plan de réduction également, le programme a été lancé également. Ensuite, un autre plan également pour le plan national
qui a été créé également pour couvrir la période de 2012 jusqu'en 2016. En 2024, donc l'année passée, le plan stratégique national de prévention et de prise en charge des troubles addictifs a été développé par le ministère de la Santé, de la Protection sociale, et notamment pour d'autres domaines, notamment pour la réduction et l'hyperactivité chez les personnes qui s'injectent. Alors, le programme national de réduction des risques avec les services fournis, également la population cible et les différentes parties prenantes pour garantir que 95% des personnes ont bénéficié d'un ensemble complet d'interventions de prévention du VIH. Ensuite, la fourniture de matériel d'injection stérile et d'autres équipements de préparation de drogue, comme la cuisseur, les filtres et eau pour injection pour les personnes qui s'injectent de drogue. La distribution de méthadone, donc pour les consommateurs d'opiacés, donc injectés ou non injectés, pour garantir que 95% des personnes dans le programme d'utilisation. Ensuite, ce qui est fait également par d'autres professionnels également, pour les personnes qui s'injectent, et garantir que 95% ont été testés pour chacune de ces parties et qui connaissent leurs résultats. Ensuite, les différentes parties qui donnent leur soutien psychosocial pour les personnes souffrant de troubles liés à la consommation de drogue, donc des personnes qui s'injectent de drogue et d'autres. Alors, quels sont les services de réduction des risques chez les personnes qui s'injectent des drogues? Eh bien, chaque centre est organisé en 2 unités. Au niveau des centres d'addictologie, chaque centre d'addictologie est organisé donc en 2 parties. La première pour le soutien psychosocial et des surfaces de réduction hermétique en sensibilisation, et une partie médicale qui fournit la livraison également de méthadone pour le traitement, la consultation. Au Maroc, nous avons 28 centres d'addictologie, 8 avec méthadone et 3 centres d'hospitalisation. Alors, comme résultat, pour 2024, plus de 80% des personnes qui s'injectent des drogues, qui ont été bénéficié d'un ensemble complet d'interventions et de prévention du VIH. Ensuite, 87, le nombre de seringues qui ont été distribuées par les personnes qui s'injectent de drogue par an. En 2017, la prévalence était de 7,1% et la prévalence en 2023 pour les personnes qui s'injectent de drogue a été réduite de 5,3%. Et cela suite également à l'enquête, à l'étude faite, qui est conduite également de façon régulière dans les différentes villes, donc là, dans la présence de ces personnes. Et ensuite, nous avons le nombre de bénéficiaires de la méthadone qui augmente. En termes de bonnes pratiques, eh bien, le ministère de la Santé et de la Protection sociale ont développé des guides de bonnes pratiques pour garantir que ces services soient fournis en fonction également des bonnes pratiques. Nous avons le document de référence sur le paquet minimum de services en addictologie. Nous avons également le protocole national de prévention et de prise en charge des surdoses. Et nous avons le guide national de référence ou du traitement de substitution aux opioïdes pour la présentation dans les différents programmes et garantir la bonne pratique pour donc la prévention et également pour donc la méthadone.
Il s'agit effectivement d'un guide qui est fourni par le ministère de la Santé pour assurer que les services de méthadone soient effectivement soumis à la législation. En 2024, nous avons créé un document sur les réussites des bénéficiaires de la stratégie de réduction des risques et également une vidéo sur la prévention et la prise en charge sur les surdoses liées aux opiacés et aux overdoses. Alors pour ce qui est du suivi par l'évaluation, eh bien, nous avons créé également un système d'information. Vous savez que la méthadone est également contrôlée au niveau local, national et international. Et donc, cette application peut garantir que ces informations sur la méthadone soient très précises et fiables également. Et nous faisons également des études d'évaluation du risque d'infection par le VIH chez les personnes qui s'injectent des drogues avec le soutien de l'UNAIDS et également le Fonds global. De façon régulière, le Maroc conduit également des études et des enquêtes de surveillance comportementale et biologique intégrées du VIH, justement pour faire des estimations et voir quelle est la prévalence pour la partie donc de VIH. Le dernier, ou la dernière enquête a été faite en 2023 à Tanger, Tétouan, Nador et Berkane. Alors ici, ce sont les différentes parties prenantes qui travaillent ensemble pour les services de réduction des risques, pour les personnes qui s'injectent de drogue. Et nous avons également un centre qui collabore directement. Nous avons également des fournisseurs de soins de santé avec des différentes activités. Nous avons également des ONG thématiques avec des activités psychosociales, la fondation Mohamed Senko pour la solidarité, avec le soutien du ministère de la Santé et également donc les centres d'addictologie, également les utilisateurs de drogue qui sont impliqués dans ces activités, mais également pour élaborer des stratégies. Nous avons également des entités internationales comme le Global Fund qui soutient euh, également l'OMS avec le soutien technique. Nous avons le groupe Pompidou pour le soutien technique et financier. Et ensuite, nous avons des départements publics comme par exemple le National Survey et d'autres qui travaillent également avec les ministères de la Santé pour garantir la continuité des soins, notamment dans le contexte de prison et également pour la législation, la sécurité et les droits de l'homme. Nous avons plusieurs défis qui limitent quand même l'accès à la réduction, notamment le système de traitement de substitution aux opiacés qui est saturé, suite à la pénurie également des ressources humaines spécialisées, notamment des médecins. Ensuite, nous avons également la stigmatisation réduisant l'accès aux soins. Alors, quelles sont les perspectives pour le plan 2024-2030? Donc, renforcer le dépistage du VIH et également de la tuberculose parmi les usagers de drogue injectables. Nous allons continuer à former les acteurs communautaires à la prévention et à la prise en charge des overdoses. Et nous travaillons donc pour la fourniture également du buprenorphine et, et avec un travail d'autres acteurs également pour mettre à disposition de la naloxone. Donc, cela a déjà commencé au Maroc. Et maintenant, nous sommes à un stade pour essayer de, de faire en sorte que le produit soit disponible également dans les centres d'addictologie. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup, docteur Houda, pour cette présentation si complète sur la situation au Maroc. Il est bon de voir la dimension également des services que vous pouvez offrir aux personnes s'injectant de drogue. Nous allons écouter davantage également également de la part de l'Égypte, nos collègues qui vont poser également des questions pour le développement pour le Maroc après cette présentation. Donc, merci beaucoup et nous allons nous allons écouter les histoires succès pour l'Égypte. Donc, professeur, je vous passe la parole. Et c'est important en fait pour les traitements que nous avons à ce niveau et voir un petit peu tout ce qui se passe au niveau des programmes nationaux euh, par rapport à ces questions et par rapport à l'élimination de l'hépatite virale. Nous avons démarré à ce niveau et ceci est très clair par rapport à la population, par rapport au nombre de personnes qui s'injectent au niveau de drogue. Il y en a à peu près 93 000 dans une catégorie qui va de 18 à 59 ans. Et nous avons eu en fait plus de détails en fait en 2024 par rapport à 2014. Et en fait, le nombre de personnes qui s'injectent est de 272 000 personnes, ce qui veut dire que 1% de cette population dans la catégorie d'âge de 18 à 59 ans s'injecte. Et pourquoi en fait y a-t-il une prévalence au niveau de l'infection du HIV, du VIH? Ceci est important par rapport à ces questions et par rapport à tout ce qui se passe depuis les dernières années. Comme vous l'avez vu, en fait, dans le nombre de personnes par rapport à 2014, le nombre a décuplé. Et nous voyons quels sont les détails ici par rapport aux tests VIH qui ont été faits en 2017 jusqu'en 2021. Et nous avons eu en fait une fréquence assez importante avec une activité de ces organisations pour réduire les différentes questions de propagation du VIH. Et donc en 2022, nous étions à 3,1 et puis après on a réduit petit à petit jusqu'en 2024 et ceci est important. Je crois que c'est important. Je crois qu'il s'agit aussi, en fait, de l'expansion, en fait, de la consommation, par rapport à ce virus et si on voit, en fait, tout ce qui se passe par rapport au virus, il y a quelques mois, nous avons eu des chiffres de l'OMS dans la région et nous savions qu'il y avait beaucoup d'hépatite C et que c'était une énorme charge pour, le système et pour les traitements à offrir à la population et de trouver les médicaments, de trouver tout ce qui était nécessaire par rapport aux addictions. Et ces efforts, en 2018, en 2008, ont démarré avec une population de 75 millions de personnes
Et puis nous avons découvert des millions de cas à ce propos dans la population qui allait de 15 à 59 ans. Et puis nous avons vu quelle était l'évaluation par rapport à ces questions d'antivirus, par rapport à ces études, par rapport à la production d'anticorps pour le VIH. Et nous avons vu en fait que les chiffres ont augmenté. On est passé en fait de, à peu près, 8 à 10. Et on voit qu'il y a un taux qui augmente par rapport, au VIH, et nous voyons comment la population dans les différents groupes et tranches d'âge heu, peut, montrer qu'il y a vraiment une augmentation importante des personnes à ce niveau qui sont infectées, et qui sont séropositives. Et si on revient donc à la prévalence par rapport aux personnes qui s'injectent de 2017 à 2021, nous avons étudié la question de 2017 à 2021. Et on a vu aussi quels étaient en fait les accès au traitement, et on a vu une baisse considérable euh, par rapport à 2021, et on continue les efforts par rapport à ces groupes, par rapport à 2017. Si on voit les chiffres, on est passé à des chiffres beaucoup plus raisonnables. Et voici à cette occasion, l'Égypte a reçu donc en fait un certificat en fait, dans le combat, pour l'hépatite C à ce niveau, et le gouvernement d'Égypte a été félicité, à ce propos par, le directeur de l'OMS, monsieur Tedros Adhanom Ghebreyesus. Et c'est pour les gouvernements égyptiens, et c'était quand même quelque chose de réconfortant pour le combat que nous avons mené. En ayant dit cela, nous avons essayé en fait d'éliminer les critères, nous avons essayé de voir comment nous pourrions en fait parler des différentes questions par rapport à la contamination, par rapport à la sécurité dans les transfusions de sang, par rapport aux injections et par rapport aux 150 aiguilles qui sont en fait données par an. Et nous avons ainsi en fait, pu, diminuer, le taux de propagation heu heu, l'hépatite C, et ceci est important. Nous sommes arrivés maintenant à moins de 70 par rapport à 80 qui sont traités. Et en fait, c'est un programme qui est sous l'égide des Nations unies et de l'OMS pour pouvoir obtenir une couverture de 100 au niveau géographique, et c'est l'OMS qui validera ce programme. Et par rapport à la validation et aux critères de validation, nous avons vu en fait que 86,7 des personnes qui ont en fait ce virus, au niveau, l'hépatite, ont pu en fait, faire partie d'un groupe, et nous avons dépisté en fait, grâce aux tests sanguins, une bonne couverture pour éviter la propagation des maladies, avec une, sécurité au niveau de la transmission par les aiguilles. Et pour ce groupe, par rapport aux questions et par rapport à l'injection des drogues, nous avons un package qui nous permet de voir comment nous pouvons avancer par rapport à la prise de conscience, l'éducation, la communication, les vaccinations, les tests. Et lorsqu'il s'agit de la prise de conscience, nous avons des plans du gouvernement, nous avons une ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis nous avons aussi la possibilité d'avoir un discours en ligne. Nous avons les différents moyens de communication et les médias sociaux à ce niveau.
et ceci est important par rapport donc à ce genre de propagation d'informations. Et voici les efforts par rapport à la vaccination, par rapport aux tests, par rapport au traitement. Nous avons 19 centres d'addiction dans les hôpitaux et nous avons 27 cliniques qui s'occupent du VIH, 61 centres qui s'occupent en fait de l'hépatite à ce niveau viral, 20 cliniques intégrées et 10 centres dans les prisons. Et nous pouvons, avec différentes 12 organisations de la société civile, avoir la possibilité de continuer notre travail par rapport au vaccin pour l'hépatite B. Et ceci est très important par rapport à ces questions. Et c'est dirons-nous, une des défis que nous nous posons par rapport à ces questions pour pouvoir en fait maîtriser en fait la propagation du VIH. Et d'avoir en fait un réseau et un maillage important à ce niveau et de voir comment on devra arriver à ce niveau, à ce que vous avez mentionné par rapport au dépistage et pour avoir des critères d'éligibilité par rapport au VIH et par rapport au traitement qui permettent d'améliorer en fait les différents traitements avec les rétrovirus, avec les différents médicaments que vous voyez sur place. Et un des, bénéfices, par rapport à la COVID-19, c'est que nous avons en fait eu des plateformes en ligne qui ont été ouvertes et qui ont pu accueillir des séances en ligne pour poser les questions puisqu'on ne pouvait pas se rencontrer et nous avons créé en fait, beaucoup, de prise de conscience à ce propos et par rapport à la réduction de tous ces programmes pour les seringues et les aiguilles qui permettaient en fait d'enrayer le problème et de voir quels étaient les résultats à ce niveau. Et nous avons en fait mené à bien avec les ONG des programmes pour fournir en fait les seringues sous la supervision en fait des différents organismes. Et nous avons démarré des programmes qui étaient, en fait supervisés par le ministère de la Santé et pour pouvoir améliorer et satisfaire les besoins des différentes personnes à ce niveau et de pouvoir couvrir tous les cas, problématiques. Par rapport aux seringues, distribuées, nous en avons en fait, distribué plus de 2 500 000 pour des personnes qui s'injectent et qui, nous allons commencer un programme de contrôle pour bien éviter la propagation des infections et ce, pour le programme du VIH et voir comment la société civile, nous permettra d'arriver à à déposer, pardon, un projet pour aller plus loin que les 2 500 000 seringues qui ont été distribuées. Nous avons démarré un programme en 2020 avec des décrets par rapport aux thérapies de substitution telles que les opioïdes. Et puis nous avons mis au point les lignes directrices pour la bonne tenue des opérations avec les différents acteurs et les task force à ce niveau. Et puis nous avons travaillé avec les Nations Unies et notre association MENARA pour la formation. Et puis nous avons vu quelles étaient en fait les fournitures pour la méthadone, la méthaloxone. Et nous avons démarré donc un programme d'application dans 8 hôpitaux qui nous permettent en fait, de s'étendre à 21 hôpitaux avec 1 834 patients qui sont sous supervision. Mais nous avons en fait maintenant de la méthadone qui est produite localement et que nous pouvons en fait, subventionner avec nos fonds
Et voici les stratégies donc de 2025 à 2030 pour, combler les lacunes à ce propos et pour maximaliser en fait, ces questions par rapport à tout ce qui s'est passé au préalable. Nous avons des populations qui sont en fait, en mesure d'avoir accès de manière équitable à tous les programmes et pour briser les barrières, à ce niveau pour le VIH. Et la dernière chose, c'est de voir comment nous avions un certificat de l'OMS qui couvre un petit peu les priorités stratégiques par rapport à la bonne gouvernance, au leadership, au financement et à la responsabilité pour l'élimination, de l'hépatite virale et voir quelles sont les mesures que nous devons prendre dans les premiers soins à ce niveau. Et par rapport à ces différentes stratégies, la priorité 2, c'est d'intégrer les services concernant l'hépatite dans les soins premiers, dans les unités, hospitalières. Voilà, j'aimerais, donc, remercier toutes les personnes qui m'ont aidé et une fois de plus, merci beaucoup pour votre écoute et voilà, merci. Merci professeur Hassani, merci pour vos félicitations pour l'Égypte. Pour les bons résultats obtenus et les résultats excellents à ce niveau. Et ceci est très important par rapport à la couverture des services à ce niveau. J'aimerais vous inviter et inviter tous les orateurs de démarrer une session avec des questions et des réponses. Et j'aimerais poser la première question à ce niveau. Et c'est pour, l'Égypte et ceci est important sur la manière dont l'Égypte, fait face à ces cas. Est-ce que vous pouvez, en fait, expliquer, en fait, la question des overdoses, chez les toxicomanes? Hem, je ne suis pas trop spécialisé en la matière, mais nous parlons, en fait, des programmes et de leur application par rapport, donc à ces travailleurs de la santé. Et comme je l'ai dit dans ma présentation, nous avons eu après 2 ans, nous avons 1 800 personnes qui ont été en fait prises en charge et je crois que beaucoup de choses vont encore évoluer. Mais s'il y a des symptômes, qui en fait persistent, comment on peut les traiter? Et je pense que là est quelque chose d'important à ce niveau et parce qu'on peut gérer les différentes questions pour les travailleurs de la santé, pour les personnes qui les reçoivent dans les différents, centres. Mais je pense que nous n'avons pas assez de travailleurs, pour l'instant, pour recevoir le nombre de personnes que nous voudrions. Mais on avance doucement, mais sûrement. Et je voudrais remercier aussi Melara à ce propos pour les programmes et tout ce qu'ils ont fait à ce niveau. Et ce aussi pour l'Allemagne. Et pour voir comment on peut tirer parti de leur expérience et avancer. Merci beaucoup. À la fin du webinaire, en fait, peut-être que les personnes du MENARA pourront en fait réfléchir sur les préventions adoptées pour les overdoses. Nous avons eu plusieurs questions dans la messagerie. Marie Moreno nous demande en fait quelles sont les différentes euh, réactions par rapport aux populations immigrées, par rapport à la population locale et comment vous les absorbez, comment vous pouvez en fait les orienter. Et je crois que Anastasia serait prête à parler, mais si quelqu'un veut parler, elle peut le faire sans problème
par rapport aux services, qui sont offerts dans les camps de réfugiés et aux personnes, qui ne sont pas locales. Merci beaucoup, Maria, pour la question. Et en fait, il n'est pas facile, d'intervenir dans certaines, situations et en particulier pour le VIH, pour l'hépatite et par rapport aux infections et ce que nous voyons dans les nouveaux diagnostics, c'est que la moitié des personnes dépendent en fait des flux de migration dans les pays, mais en fait, il y a beaucoup de cas qui viennent aussi de l'Europe centrale de l'Est. Et ce, c'est plutôt en fait des situations locales où nous verrons des changements à se passer. Nous n'avons pas des données trop robustes et nous avons parfois des situations difficiles par rapport à ces questions et par rapport aux risques encourus. Nous allons voir en fait quelles sont les questions pour les camps de réfugiés et comment vous allez en fait gérer ces questions et de fournir en fait des services à des populations par rapport à la région Méditerranée. J'espère que j'ai bien répondu à la question et de manière, précise. Merci Anastasie pour en dehors de l'EDA, nous avons en fait des projets de collaboration avec, les agences de l'Europe de l'Est pour pouvoir, gérer ces questions des toxicomanies. Et voir quels sont les développements et évolutions, mais je ne suis pas en position d'en parler parce que je ne fais pas parler, d'une personne qui est au courant de toutes ces évolutions et qui nous permettent de voir, comment les choses, évoluent, et ceci est important. Et après cette réunion, nous aurons aussi la possibilité de voir, comment nous allons, heu, continuer notre travail, par rapport à, heu, la manière dont on reçoit les migrants. Je ne sais pas en fait si quelqu'un de la région, heu, veut, intervenir du Liban, ces personnes qui ont peut-être une expérience à ce niveau et voilà. Oui, de mon côté, vous savez en fait que, par rapport à l'OMS et tout ce qui s'est passé en fait, le Covid-19, il y avait aussi en fait des campagnes que nous avons démarrées par rapport à la réduction du VIH et nous avons pu faire des dépistages à ce niveau de plus de centaines de réfugiés et de migrants par rapport à ces questions. Et jusqu'à présent, nous voyons quels sont en fait les cas pour le VIH, et comment on et ce qui est important pour nous, c'est que même s'ils sont étrangers, on les traite comme des Égyptiens. Merci, docteur Hassani. Je pense que vous avez répondu à la question de Maria Moreno qui demandait comment ces diagnostics sont établis par rapport à ces questions. Ellie, est-ce que vous voulez dire quelque chose à propos des migrants? Je n'ai rien d'autre à dire parce que monsieur docteur Hassani a bien parlé des questions des réfugiés et de la population, en fait, qui a les mêmes soins que la population nationale. Et par rapport aux différentes activités auxquelles ils font part et par rapport à cette réponse du Moyen-Orient et par rapport aux, appuis que nous recevons. Merci pour cette intervention. Nous avons encore une question et on va parler en fait des clauses à ce propos pour le VIH qui est transmis sexuellement, et aussi à travers, évidemment
les toxicomanes. De notre ami Farimadou, parlait en fait de ces questions et je vais demander à Anne et Anastasia de nous donner quelques lignes directrices par rapport à ce que le professeur Hassani a commenté par rapport à cet problème dans la région MENA. Je suis content en fait que Dr Fadi, que vous ayez participé et j'aimerais résumer ce que, en fait, les critères de l'ECDC et de l'EDA à ce propos et peut-être docteur Ouda, s'il veut réfléchir, par rapport à cette question et de l'expérience du Maroc, il peut le faire par rapport aux lignes directrices et à l'orientation. On, en fait, on recommande les, condoms et les protections pour, les services, sexuels qui sont fournis avec, ce par rapport aux besoins des clients individuels et en fait, la question de la mobilité et aussi, en fait, là, dans les lieux où les drogues sont utilisées dans le contexte sexuel, que ce soit dans les prisons ou dans d'autres contextes et on recommande que l'on puisse, en fait, avoir, une distribution de condoms avec, une promotion pour informer les personnes à ce niveau. Peut-être peut-être que docteur Houda peut, dire quelque chose, s'il veut partager l'expérience du Maroc, docteur Houda. Merci. Bonjour, oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien. Je suis désolé, j'étais dans une autre réunion. Nous avons en fait ces services, mais je ne l'ai pas mentionné dans la présentation par rapport aux, différentes, drogues injectables. La méthadone, en fait, est aussi disponible en pharmacie et en fait, nous avons des mesures qui seront appliquées dans le futur, dans nos stratégies, nationales pour assurer une distribution pour que la méthadone soit disponible. Nous avons la méthadone pour bien comprendre quelles seront en fait les différentes, institutions qui pourront, les distribuer au niveau public. Merci docteur Ouda. Merci pour votre réponse. Il y a eu aussi en fait par rapport en fait, quelles sont les mesures prises pour les populations immigrées au Maroc et pour les migrants, nous en fait, ils disposent des mêmes services que les citoyens marocains et vous avez des informations et des systèmes d'information. Par exemple, par rapport aux données sociodémographiques, pour les, migrants qui viennent d'autres pays, qui sont disponibles. Merci, docteur Al-Amrani, je pense que nous avons répondu aux questions que nous avons reçues et nous arrivons donc à la fin de ce webinaire et Ellie, Marika, est-ce que vous voulez en fait dire un petit mot pour conclure? Oui, Marika, pour faire une bonne conclusion en fait, de ce premier webinaire et qui ne sera peut-être pas le dernier. Non, j'espère bien que ce ne sera pas je ne vois pas une, conclusion qui pourrait être candide parce que tous les orateurs ont été, très précis et je ne pense pas que ce sera la dernière et nous voulons en fait nous engager dans des discussions avec nos différents membres à ce niveau par rapport aux expériences et je crois qu'on doit être plus actif et faire un impact pour les personnes, heu, à ce niveau.
pour les professionnels, pour voir comment on pourra apporter une aide à ce niveau. Et je ne pourrais pas ajouter grand-chose de plus, et je voudrais vous remercier, heu pour les participants, et nous allons, continuer notre travail. Alors juste pour, montrer un petit peu, toutes les orientations que nous avons obtenues, ce n'est rien de nouveau effectivement. Le problème dans notre région, c'est que nous faisons face à certains défis en ce qui concerne, les politiques, législations, les ressources également. Et même si nous avons maintenant plus, de 9 pays, et il est vrai qu'ils ont la méthadone effectivement avec, les protocoles de traitement. Mais, pour le programme, notamment des seringues et cetera, nous ne couvrons pas encore, le nombre de seringues nécessaires et une couverture, géographique. Alors c'est un grand défi pour nous, surtout, quand on voit que ces activités des programmes d'assurance aiguë sont, réalisées avec les ONG et non pas par les gouvernements, le soutien des gouvernements. Il est vrai qu'il est difficile parfois d'atteindre certaines, populations. On voit des personnes également avec dans les prisonniers, les détenus, les femmes, et donc le grand problème pour, nous effectivement est de pouvoir, atteindre les femmes qui s'injectent des drogues et consomment des drogues en général, hein. Donc ce webinaire nous a présenté 2 histoires, à succès avec 2 pays qui nous sont très chers. Donc, nous avons vu effectivement donc, cet orgueil du peuple libanais et arabe, et ce qui nous rend fiers. Donc, ce sont quelques initiatives également de la part des gouvernements. Je pense qu'il est important d'écouter, d'autres personnes, donc apprendre avec, les leçons et les expériences des autres pays, et également compter sur, le soutien de ces experts. Il est vrai que nous parlons des, personnes qui s'injectent, mais également nous, constatons, de nouvelles tendances en matière de drogue, et je pense qu'il est de notre responsabilité maintenant de commencer à analyser, également ces nouvelles, activités, et notamment pour des mesures de réduction, des risques pour ces nouvelles tendances, pour les drogues synthétiques, le fentanyl et d'autres. Je remercie, à toutes, à chacun, d'entre vous. Je remercie également l'équipe des interprètes et les interprètes également, à toute l'équipe, Ménara, pour leur soutien et faire en sorte que ce webinaire puisse se produire. Merci. Très bien, je clôt ce, séminaire. Nous allons avoir également l'enregistrement disponible sur le site. Oui, nous remercions également l'équipe des interprètes. Merci beaucoup pour votre travail. Merci à vous. Au revoir et à bientôt.